Bonjour, Marie-Laure Kullmann-Koutsaftis. Et nous sommes à Paris, et marché de poésie, 41e édition. Nous sommes à côté de Saint-Sulpice. Aujourd'hui, c'est le 20 juin 2024. Qui est Marie-Laure Kullmann-Koutsaftis? Difficile question. Je suis une clown, cinéaste, poète et traductrice aussi de poésie. Je vis entre la France et la Grèce, en Grèce depuis très longtemps, ce qui m'a permis de commencer à traduire. Ma mère est poète et ma famille aime beaucoup la poésie, donc c'est comme ça que j'ai eu envie de donner à partager les poèmes. Et puis j'écris depuis toute petite, mais sans publier vraiment en fait. Et cette année-là, comme on dit au marché, c'est la Grèce qui est le pays invité. Oui, mais ça fait 5 ans que je ne traduis plus. Donc j'ai un petit livre à la feuille de thé, grâce à Guylaine Gromola et Myrsini Gana. Et puis j'ai édité en fait au Temps des Cerises une anthologie de 20 poètes contemporains et un recueil de Ritsos Star, bien tard dans la nuit. Un recueil de Titos Patrikios, choisi dans son œuvre. Au Temps des Cerises, malheureusement, ce recueil est épuisé et il semble que mon anthologie ne soit pas disponible sur le marché, bien que plusieurs des poètes traduits soient invités officiellement par le marché. Espérons qu'il y aura une deuxième édition. Il y en a eu déjà, je crois qu'il y a eu au moins 3 éditions. Le recueil de Patrikios décrivait en même temps une histoire de la gauche grecque qui a été très réprimée avec la guerre civile et après, la dictature, etc. Donc Patrikios, qui a subi toutes ces étapes, est rentré dans la résistance contre l'invasion allemande dès 14 ans. Il a des poèmes dès cette époque-là qui expliquent vraiment sa vie et la vie de la gauche, qui n'était pas du tout, enfin la gauche réprimée, la gauche qui a passé. Il y a beaucoup de Grecs qui ont passé ou qui sont morts dans des camps. Mon ami dont je te parlais tout à l'heure disait que c'était tantôt en Grèce, tantôt en Turquie qu'il y avait un semblant de démocratie, que c'était alterné, jamais en même temps, parce que c'était le jeu d'opposer la Grèce et la Turquie constamment, alors que les gens sont très proches. Quand tu as commencé à écrire? À écrire enfant vraiment, avant l'adolescence. Donc, Et le premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Non, j'ai publié en revue. En revue, oui. Ouais. C'était quand? Et dans des anthologies. Il y a, je sais pas, au début des années 2000. Comment tu écris, composes ou crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? C'est vraiment, je crois, un état en fait, un état poétique qui est là ou n'est pas là. Et pour moi, il est très difficile de le forcer. Je sais que des gens travaillent avec système en s'imposant tous les jours quelques écrits. Moi, c'est vraiment un état poétique qui vient ou ne vient pas, une inspiration vraiment. Mais je considère qu'à travers la traduction de poèmes, on peut dire que c'est cet entraînement-là qui est intéressant, c'est-à-dire l'entraînement de la langue et de la traduction, essayer de trouver des équivalents pour traduire les mots. Un peu comme des idéogrammes qui transportent les mêmes sentiments, qui évoquent les mêmes souvenirs. Voilà. Oui, je peux continuer la question de la traduction aussi. Alors, c'est la traduction poétique. Qu'est-ce que tu en penses en tant que traductrice? Voilà. Oui, c'est un peu... en fait, en voulant faire lire des poètes grecs à mes parents, que je me suis rendu compte que je n'étais... Puisque je suis je parle couramment grec, que je n'étais pas très contente de ce que je lisais comme traduction, donc j'ai commencé à les traduire. Et pour avoir été reconnue comme traductrice par une des meilleures traductrices grecques et poètes grecs, je me suis dit que je pouvais continuer. C'est grâce à Francis Combes du Poet of Folk Peace, et qui était éditeur du Temps des Cerises à l'époque, que j'ai commencé à traduire pour lui, et on a envisagé l'idée de l'anthologie. Et tu traduis de grec vers français, de français vers grec? Non, je traduis comme tout traducteur honnête, surtout pour de la poésie. C'est quand même beaucoup mieux du grec vers la langue, enfin de la langue source vers la langue, vers ta langue d'origine.
Donc c'est Parce que ce sont des vécus, en fait. bien sûr. Donc C'est plus simple. tu traduis vers grec alors? Non, je traduis Vers en français. français, parce que je suis D'accord, française. français. Ouais. Et les auteurs, les poètes, les gens qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué? Alors, ça démarre bizarrement avec des choses très classiques. Puis j'en ai lu tellement. Mais je reste très marquée par Nazim Hikmet. Un recueil sur des poètes de l'époque des Tang, qui date en fait du XVIIIe siècle et traduit au Phénix, je crois, paru au Phénix. Des choses que j'ai lues très tôt. Une anthologie de la poésie française par, je crois, Pompidou, qu'on m'a offert à mes 13 ans, qu'un ami très cher m'a offert. J'aime beaucoup les poèmes de ma mère, Françoise Coulmin, mais paradoxalement, c'est pas du tout évident parce qu'en fait, on a du mal à juger les gens qui nous sont très proches. Souvent, on les juge mal et il faut un certain détachement pour réussir à prendre un regard critique sur eux. Tous les Français de l'après-guerre, pas trop le surréalisme malgré tout, sauf... voilà. Est-ce que tu arrives à ce détachement avec ta maman, avec sa poésie? Je l'ai acquis ce détachement. Ouais, parce qu'en fait on est trop proche, donc on reconnaît des choses et puis ça fait très longtemps qu'elle écrit, donc j'ai eu le temps. Puis moi je me suis détachée très vite de mes parents parce que je suis partie tout à fait en bon accord avec eux dès 18 ans en Grèce, donc il y a une distance qui fait qu'on reste proche avec détachement. Tu n'es pas en fuite? Ah non, pas du tout, jamais. Non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et grecque? J'ai oublié aussi le rôle joué par François de Cornières, y compris dans mes inspirations, qui avait institué à Caen des rencontres pour lire où il faisait venir Guy Vic, Norge, Autin-Grenier, enfin, beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer comme ça de visu. J'aime beaucoup sa poésie à lui aussi, ça reste aussi une des choses qui m'a inspirée. Et donc les poètes rencontrés dans ces rencontres sont restés assez fraîches dans ma mémoire, même si j'étais adolescente à l'époque. Il y a des choses que j'aime beaucoup et il y a des choses que j'aime beaucoup moins. Mais je suis loin d'être une grande spécialiste, je suis une amatrice. Mais quand même, tu suis les... Oui, je suis une amatrice, donc j'aime ça et je suis. Ça ne peut pas être jamais mais sans être spécialiste. Voilà. En plus, quand on dit francophone c'est presque combien de continents déjà? Oui. Ah, on ne peut pas s'en sortir, bien sûr. Est-ce que l'art, la poésie, l'art est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, pas pour toi? Bien sûr, c'est certainement une des premières expressions d'une humanité, entre guillemets, puisque j'aime beaucoup aussi m'intéresser à la paléanthropologie. C'est certainement une des principales expressions de notre humanité, quoi qu'elle vale. Mais c'est ce qui permet effectivement de dépasser une condition humaine pas toujours glorieuse, d'une part. Je pense que la poésie est une sorte de philosophie, en condensé, et que c'est certainement une arme pour affronter les vicissitudes de la vie. Est-ce que tu peux parler un peu de ta casquette réalisatrice, documentariste? Ça, c'est presque plus... c'est quelque chose qui m'a touchée très très jeune, mais que je n'ai pas fait autant que je voulais. Donc j'ai beaucoup travaillé en production, plus qu'en réalisation. Et je continue à travailler en ce qu'on appelle du fixing. Je travaille aussi je travaille surtout avec des équipes de documentaire ou de journalisme. Et je traduis et j'organise pour eux leurs reportages ou leurs films en Grèce, puisque je parle parfaitement. Enfin, je suis arrivée très jeune et je parle très bien en grec. Donc c'est par ce biais-là que je travaille plus en documentaire, J'ai beaucoup travaillé sur le problème des flux migratoires, y compris après un livre annulé sur ce sujet,
Mon commentaire a servi au documentaire qu'a fait ma fille, puisque mes 2 enfants sont aussi cinéastes. Et voilà, donc c'était le premier film précisément sur l'accord Europe-Turquie en 2016 qui a provoqué l'enfermement en Grèce de... Voilà. De tristes histoires qui est difficile et long de développer. Et ton anthologie, tu peux parler un petit peu de ça aussi? Mon anthologie, ça résulte d'un travail demandé par Francis Combe, justement, qui était à l'époque directeur de la Biennale des Poètes en Val-de-Marne. Il cherchait justement des poètes grecs, donc il m'a demandé, me connaissant depuis longtemps et sachant que je traduisais, il m'a demandé de l'aider à trouver des poètes. J'ai traduit beaucoup de choses pour lui montrer. Et on s'est dit qu'on en ferait une anthologie, donc on a continué à travailler, cette fois-ci de manière tout à fait sélective, en traduisant un corpus de poèmes assez important pour 20 poètes contemporains, dont un était déjà décédé, mais qui était tout fraîchement décédé et très important pour la poésie traduite en français en Grèce. La poésie française traduite en grec en Grèce. Et voilà, c'est ce qui a donné lieu à ce petit film de 30 minutes où 17 des poètes de l'anthologie lit un de ses poèmes avec la traduction en sous-titres. Et si tu es publié sur YouTube, je crois, hein, tu es partagé sur YouTube. Ce petit film est partagé sur YouTube. Oui. Ouais. Et j'ai vu plusieurs d'ailleurs, ils sont vraiment magnifiques et c'est de lecture, etc. Tu sais, le pire, c'est que j'avais tous les poèmes de ces 17 poètes de l'anthologie. J'ai tourné tout ça. Et malheureusement, mon sac avec mes archives a été volé avec mon appareil photo. Donc j'avais juste ce qui restait de ce petit montage. Y compris des poètes morts, y compris Retamar, un grand poète cubain, qui s'était passionné pour l'expérience et m'avait gardé pendant 3/4 d'heure à déclamer sa poésie. Des gens morts, maintenant. Pas possible. Ouais, mais bon. Et la place des femmes dans la poésie, dans l'art, en France ou en Grèce, est-ce qu'il y a une évolution? Moi, je trouve dommage de les catégoriser, parce qu'on est avant tout tous des humains. Et après, c'est quand même vrai qu'il est souvent difficile de s'imposer en tant que femme. Par notre nature de femme, on est considéré d'emblée comme... mais c'est ça, on est catalogué dans une poésie maternelle, sentimentale, et qui a souvent du mal à accéder à un statut égal à celui de nos compatriotes, de nos collègues, du moins poètes hommes. Dommage. En Grèce, pareil. C'est un double souci, mais c'est sociétal quelque part, ou je sais pas, humain. C'est pas fini, je pense. Ça continuera. C'est un peu valable pour toutes les minorités. Minorité entre guillemets, mais minorité malgré tout. Tu peux parler aussi un petit peu de pop, Poet of the Planet. Poet of the Planet, alors je suis une grande fan de l'activité internationale, non seulement de Francis, mais aussi de Dinos Siotis en Grèce, et ma mère aussi d'ailleurs, qui était membre de World Poetry Movement. Mais je me retrouve beaucoup mieux dans les activités de pop et dans son éthique. Je trouve très bien, même si je ne suis pas sûre d'avoir souligné ce point-là, il me semble aussi important d'intégrer de toute façon les traducteurs, sans lesquels il n'y aurait pas de poésie internationale. Je veux dire, les bons poètes d'un pays ne sauraient être connus dans d'autres pays s'il n'y avait pas des bons traducteurs de leur bonne poésie dans d'autres langues. Donc un statut qui ne devrait pas être secondaire. Et voilà. Ça me paraît important de travailler pour la paix, plus que jamais. On en perd son sommeil. Enfin, personnellement, je perds mon sommeil. Et il n'est pas sûr que la poésie réussisse à ébranler les murs, mais ça reste une voix importante. Il faut manifester partout toutes nos voix possibles.
toute notre force, combien la paix est importante à un niveau quotidien. Et tu viens au marché de la poésie très souvent Alors j'y étais jusqu'en 2016, où d'ailleurs le recueil de Patricus que j'avais fait avec Le Temps des Cerises a reçu le prix Max Jacob étranger. Et puis ensuite je suis entrée pour 5 ans dans un métier salarié qui ne me permettait pas de venir. C'est le moment où j'ai arrêté de publier aussi, de traduire. Et là, en fait, je recommence. Donc, j'ai la liberté de venir et je viens. C'est un recueil qui s'appelle Et pourtant, qui se réfère aux réfugiés, à la crise des réfugiés qui a eu en Grèce en 2015 et 2016, qui continue en réalité. Le rire de cette fillette rallume l'espoir sous le camp. L'insouciance de l'enfance, toute dans la sucette partagée devant le bus de la Frontex. Heureusement, ton sourire survit encore à l'injustice du monde. Heureusement, l'injustice du monde recule encore devant ton sourire. Faut-il savoir en dire des histoires pour relever ton père, lui redonner des forces jusqu'au bol de soupe, jusqu'au prochain camp? En faut-il des forces pour oublier les ruines, rire au coin du feu, chanter, bercer, embrasser, malgré la pluie, malgré la boue? Héros de 9 ans, tu portes dans ton sac les espoirs abandonnés de ceux tombés en chemin. Les barrières n'arrêtent pas les géants. Parfois, le soir dans le clair-obscur illumine les rêves d'un espoir que la cruauté du jour oblige à s'enfuir. Feu de joie, chant dans la nuit, un reflet au couchant, transforme d'or cet immense camp boueux. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allons-nous? Plus de travail depuis des années, encore à manger mais bientôt plus de maison, et pourtant ils apportent lait de bébé et provisions pour ces gens qui ont fui la guerre. Noyant la menace du futur dans le présent des naufragés, main dans la main, yeux dans les yeux, les sourires en guise de bouée dans la nuit effacent le bruit des vagues. Ce qui fait le plus peur chez les réfugiés, c'est qu'ils ont perdu leur passé. Fantômes rescapés d'un ailleurs qui n'existe plus, et pourtant, les enfants rient sur le quai et leurs jeux bâtissent l'avenir. Et pourtant, ça se réfère à un poème de Kobayashi Issa, qui venait de perdre encore une de ses petites filles, et qui écrivait « Un monde de rosée que ce monde de rosée, et pourtant. » Donc, laissant le flot des réfugiés marcher inlassablement en marge de mes écrans, je trace au plus près pour mieux les retrouver, ces instants perdus. Putain de bonheur à reconstruire dans le rire d'un enfant, dans la sucette qu'il fait goûter à son frère près de la file qui attend de monter dans le fourgon. Il faisait beau, et pourtant, ce tour de barque aurait pu mal tourner. Enfants et vieillards en sortent hagards. N'avoir plus rien et pourtant risquer encore de perdre tout. Ça s'appelle Passage. Vieille femme dans la poussière, elle regarde derrière les fumées. C'est la mer qu'elle voit, gouffre glacé. Nuit hostile, lune indifférente. Les hommes depuis longtemps se sont tus. Il ne reste de sourire que souvenirs figés en larmes. Petite voix dans la nuit. J'ai froid, c'est loin, j'ai peur. Chaussettes d'enfant trempées, bonnet à pompons, à peine un pleur et puis l'oubli. Des photos délavées, une seule redonnera-t-elle un nom à ce corps sur les rochers? Chaussettes d'enfants devenues reliques, les hommes depuis longtemps se sont tus. Mais dès la barque au rivage, nouveaux cris, nouveaux pleurs, nouveaux rires, le frisson du héros, larme du miraculé, la chaleur d'une étreinte pour bagage, un bol de soupe, un biberon, l'or et l'argent du monde à même la peau. En viatique, des chaussures sèches, un sourire et les chiens au loin. À toi qui as su serrer dans tes bras cette mère orpheline, tremper des larmes de toute une mère, pas ton sang, et pourtant tu emportes le deuil, tous tes enfants. Enfants noyés, enfants enterrés que nul n'a pleuré, orphelins dans la mort, simple motte de terre, quelques chiffres, et pourtant quelle tragédie. Bel été tout entier dans la pomme des moissons qui tombent. Dans le jardin, la trace des jeux sur l'herbe jaunie. La grive effarouchée a déserté le jardin. L'ombre d'un nuage, comme une promesse. Cris des enfants, chant du crapaud, soir d'été. Jeune fille endormie dans la nuit d'été, pas un souffle. Par les fenêtres ouvertes, le bruit de la pluie a rempli la maison.
L'averse soudaine interrompt un rêve qui se dissout dans le bruit de la pluie. Dans le placard, un vêtement d'enfant tend les bras une dernière fois. Alors après, je vais aller... Instant d'éternité. Pastèque juteuse dévorée pieds dans l'eau, crotte de chèvre sur le rivage, gland velu sous le chêne pubescent, ombre épaisse, coquillage, goût saumâtre, muqueuse brûlée par le sel, chaume, pierre, poussière, cailloux pavant le sanctuaire, traces millénaires, obsidiennes autrefois perdues, faut-il chercher toujours la trace de vie des autres? Merci beaucoup. Παλιές φωτογραφίες. Πάλι κοιτάζω παλιές φωτογραφίες από διαδηλώσεις, πορείες, συγκεντρώσεις, σε δρόμους, σε γήπεδα, σε πλατείες. Φωτογραφίες του 65, του 68, του 74, του 81. Μέσα στα ομοιόμορφα πλήθη προσπαθώ να μεγεθύνω τις φυσιογνωμίες, να ξεχωρίσω την έκφραση του κάθε ανθρώπου, τη θεληματική, την ανυποχώρητη, την εξεγερμένη, την αιματοβαμμένη, τη χαρούμενη. Όμως τα πρόσωπα δείχνουν ξεθοριασμένα, όπως το χαρτί των παλιών εφημερίδων, όπως οι περσινές και οι προπέρσινες ειδήσεις. Άραγε από όλους ποιοι πέθαναν και ξεχαστήκαν, ποιοι από τότε κιόλας ήσαν αγνοημένοι, ποιοι βρίσκονται και σήμερα μαζί, ποιοι ονειρεύονται από κοινού το ίδιο όνειρο, ποιοι ακόμα μιλάνε μεταξύ τους, ποιοι μένουν χωμένοι χώρια στη γωνιά τους, ποιοι βρίσκουν καταφύγιο στην αβεβαιότητα, ποιοι στην ατράνταχτη σιγουριά. Όσο κοιτάζω τις παλιές φωτογραφίες, τόσο πιο καθαρά το βλέπω. Περισσότερο και από το παρελθόν, το μέλλον είναι που δεσμεύει. Δεν θυμάμαι. Η απώλεια της μνήμης δεν είναι μόνο η ακράτεια του χρόνου. Είναι και μια προσωπική λατρεία για ό,τι άστραψε, τράνταξε, αγκάλιασε. Αφού ξεχνάς ότι ήταν χαστούκι αυτό που άστραψε, πόνος αυτό που σε τράνταξε, σκοτάδι αυτό που σε έσφιγγε. Ξεχνάς την αμήχανη σιωπή ανάμεσα στο έλα και στο ζεστό μάγουλο. Θυμάσαι μόνο την θριαμβευτική κραυγή του τέλους. Ακούς εκείνο το τραγούδι, τα αναγνωρίζεις, αλλά ξεχνάς πόσο σπάνια έφτανε ως εσένα. Ακίνητη μένεις έκπληκτη μπροστά σε μια τυχαία ομοιότητα που βρίσκεις ξαφνικά με ένα άλλο πλάσμα ζωντανό και ξεχνάς το κολλασμένο εχελιά σε εκείνα τα παλαιά μάτια. Τη φωτογραφία κοιτάς με τα γέλια, τα χέρια, τα φώτα παντού και λησμονάς πως μόλις έσβησε ο φακός. Στο σκοτάδι βυθίστηκε αυτός και ολόκληρη η παρουσία της αγάπης. Η αμνησία σου είναι η λατρεία σου για ό,τι σου συνέβη. Ξεχνάς τα κρίματα της εμπιστοσύνης,
την άμυαλη σπατάλη σε ώρες αναμονής, πετάς τις αποδείξεις του χρόνου στα σκουπίδια. Θυμάσαι ένα στραφτερό κολλιέ και ξεχνάς πως δώρο ήτανε από ένα τότε παρόν γεμάτο υποσχέσεις. Στη συνέχεια σκόρπισαν οι χάντρες. Στη συνέχεια, ποια συνέχεια? Τρελή ζωή. Οι καθυστερήσεις διεξάγονται κανονικά. Η άσφαλτος κυλάει σαν ποτάμι. Τα λιμάνια φεύγουν στην ώρα τους, οι ειδήσεις βλέπουν τηλεόραση κάθε βράδυ στις 8. Τα SMS πάνε και έρχονται, άλλα είναι τρυφερά, άλλα δυσανάγνωστα. Ταχυδρόμοι μας φέρνουν πακέτα με εκρήξεις, μεταφορικές εταιρείες μετακομίζουν τις οικοσκευές μας σε άλλη πόλη από εκείνη που τους λέμε. Εκπλήξεις συναισθίζονται στο κεφαλόσκαλο, σε άλλες απαντάμε, σε άλλες όχι. Σε ένα λάκκο στην κεντρική πλατεία του χωριού είναι θαμμένος ο οπλισμός της Επανάστασης, αλλά κανένας δεν το ξέρει. Γι' αυτό χωρίζεται ο κόσμος σε έχοντες, κατέχοντες και σε πεινασμένους. Γι' αυτό η ζωή είναι τρελή και ανοίγουν όλοι τα παράθυρα και σκορπίζουν τις τάχτες της παρηγοριάς στον άνεμο της τραπεζαρίας. Ο κλέφτης. Ήρθε ο κλέφτης μέσα στη νύχτα από εκεί έξω, αλλά ήταν επιλεκτικός. Δεν τα ήθελε όλα. Εγώ προσφέρθηκα να του τα δώσω όλα. Και τις πιστωτικές κάρτες, και τα μετρητά, και τα κοσμήματα της γυναίκας μου, και τα 4 κινητά, και τα πατρογονικά κοιμήλια, όλα. Δεν ήθελα να κρατήσω τίποτα. Εκείνος επέμενε ότι ήθελε μόνο μετρητά. Εγώ όμως επέμενα να τα πάρει όλα. Αν ήθελε να αδειάσει όλα τα δωμάτια και τον γκαράζ, ακόμα να πάρει και το αυτοκίνητο αν το είχε ανάγκη για τις δουλειές του. Του πρότεινα να του γράψω και το σπίτι, ήταν όμως με νίκη. Του έδωσα το στέρεο, την τηλεόραση, τον υπολογιστή, ρούχα, παπούτσια. Σκέφτηκα ότι όντως θα τα έχει ανάγκη. Επέμενα. Στο τέλος με τα πολλά τα ζόρια κάναμε έναν διακανονισμό που όμως μας βόλευε και τους δύο. Εμείς, την επομένη, τα μετακομίσαμε στην Τρόγλιτου, στα δυτικά προάστια και εκείνος στο κέντρο, δοκιμαστικά για 1 χρόνο και μετά βλέπαμε. Ένα κάποιο στείλε μου σήμα. Με το όνομά σου να σε φωνάζω πια δεν μπορώ. Πριν όμως ένα κάποιο στείλε μου σήμα. Διότι είμαι μόνος. Σαν τον καπνό μετά το φωνικό στην κάνη του μπιστολιού και σαν την αγριοσικιά που φύτρωσε ξάφνου μες στη μαυρίλα της πυρκαγιάς. Όπως το κουταλάκι της μετάληψης από βραδείς στο στόμα του πρωινού μελοθανάτου και όπως μια βαλανιδιά σε χώρο εκτέλεσης, είμαι μόνος και σε περιμένω. Με τις αισθήσεις μου τεντωμένες όπως οι γάτες στο προσκλητήριο του ταβερνιάρη, με ένα μάτι που το οπτικό του νεύρο είναι ο ουρανός ο ίδιος σε μικροσκόπιο και με ένα αυτί που το τύμπανό του δεν είναι παρά τσιγκάνον αντίσκηνο. Με λέξεις που σκορπίζονται πανικόβλητες όπως τα κατσίκια στην ξαφνική θέα του τρένου, καθώς και με μια ψυχή σκοτεινή που όμως βλέπει πολλά, όπως το ένα κλεισμένο στο φακό μάτι των ρολογάδων. Είμαι μόνος.
Είμαι μόνος και σε περιμένω. Λευκή χλωριωμένη η σελήνη. Άσφαλτος της νυχτός, της μεσημβρίας θιάφη. Απ' την πορόδη πέτρα του απογεύματος, λευκή αναδύεται, χλωριωμένη η σελήνη. Την περιβάλλουν δρυμοί αόρατοι, ρίζες σώζουν το σώμα της από τα νερά. Φέγγει η ίδια νοσταλγία στο μαξιλάρι της. Το ίδιο κούτσουρο που βάζει στα όνειρα και στα σβησμένα της ηφαίστεια φωτιά. Και παγωμένη ανεβαίνει, ανέγγιχτη. Ό,τι τα μάτια σφετερίστηκαν και οι παλιές περγαμηνές σε χώμα, της μεσημβρίας η άσφαλτος, της μεσημβρίας το θιάφι. Απληστία. Όταν σκότωσαν τον Χαμί Νατζάφη, Αφγανό μετανάστη 15 χρονών, τον διαμέλισε μια βόμβα επαναστατική έξω από ένα δημόσιο κτίριο, περνούσε συμπτωματικά με την μάνα του και με την αδελφή του από εκεί, οι αναρχικοί φίλοι μου και εγώ ήμασταν αμήχανοι. Βλέπεις, τούτη τη φορά δεν έκανε το φόνο ένας μπάτσος, μα ένας από μας, σύντροφος μέσες άκρες, και τώρα έπρεπε να μιλήσουμε γι' αυτό και όχι για τους αφορισμούς του Γκίντεμπορ και του Αγκάμπεν. Ωστόσο κάποτε φτιάξαμε μια αφήγηση του γεγονότος. Πάντοτε φτιάχνεται μια αφήγηση, είτε από μας είτε από τους παραδίπλα. Είναι διαδικασία απαραίτητη για να συνεχίζει η ζωή. Όλα λοιπόν συνέπεσαν μια τυχαία στιγμή. Η βόμβα ήτανε στον κάδο σκουπιδιών. Προσοχή στις λέξεις ήτανε. Θα ρεις να είναι από μόνες τους οι βόμβες, σπαρμένες από το Θεό ή από τον μηχανοδηγό της ιστορίας. Η φαμίλια των Αφγανών πέρασε από εκεί. Η μάνα του παιδιού του το είπε, άσε μην ψάχνεις σε εκείνον τον κάδο, μα εκείνο το σκασμένο εκεί να ψάξει. Και με τέτοια λόγια πασχίζαμε να πείσουμε τους εαυτούς μας πως φταίει κατά το πλήστον η μοίρα, το τυχαίο, το ανυπολόγιστο. Θα είχε μιλήσει για αυτό ο Γκίντεμπορ ή έστω ο Αγκάμπεν, και κατά το έλασον η απληστία του παιδιού.